Bonjour à toutes et à tous. Alors, je laisse peut-être 5 secondes, 4, 3, 2, 1 au dernier retardataire pour s'installer. Voilà. Donc je remercie beaucoup Marie Zins de m'avoir proposé de vous parler de la thématique addiction et plus spécifiquement des liens entre addiction et travail tels qu'on peut les étudier dans Constance. Alors avant d'aller peut-être spécifiquement sur les liens addiction et travail, peut-être vous rappeler quand même à quel point les addictions sont un enjeu prioritaire de santé publique. Alors je pense que tout le monde dit que sa spécialité est un enjeu de santé publique, mais il se trouve que les addictions, ça fait partie des thématiques pour lesquelles c'est vraiment le cas. C'est un enjeu prioritaire parce que les addictions constituent la première cause de mortalité évitable en France, dans le monde. C'est une des toutes premières causes d'hospitalisation. Et comme vous le voyez là sur la diapositive, parmi les substances qui engendrent le plus de dommages au niveau populationnel, on trouve le tabac, première cause de mortalité évitable, l'alcool juste derrière, et puis ensuite le cannabis qui est la substance illicite de loin la plus consommée, et le mésusage en benzodiazépine dont vous savez qu'il est généralisé, notamment en France, avec toutes les conséquences délétères que cela peut avoir. Donc au niveau populationnel, c'est ces substances-là qui engendrent beaucoup de dommages. Alors l'infrastructure Constance, en réponse à ces enjeux aussi de santé publique, elle est particulièrement adaptée pour étudier ces usages de substances, alcool, tabac, cannabis, mes usages médicamenteux, notamment comme vous le savez parce qu'il y a un nombre très important de participants qui est inclus avec un échantillon qui vise à la représentativité, à l'inclusion, avec des données qui sont longitudinales, prospectives, y compris sur les consommations de substances, avec un nombre important de covariables qui sont essentielles à prendre en compte quand on s'intéresse aux addictions, notamment les variables de santé mentale, les variables sociodémographiques. Et puis on y reviendra, une des grandes valeurs ajoutées de Constance, c'est pour étudier notamment le mésusage médicamenteux, l'appariement avec les bases médico-administratives dans lesquelles toutes les consommations de soins sont disponibles, pour étudier les facteurs professionnels, toute la question des arrêts de travail sont notamment disponibles dans les bases administratives. Et puis, une des grosses demandes aussi des décideurs en santé publique et des commanditaires, c'est de savoir quelles sont les prévalences représentatives en population générale des conduites addictives et comment elles évoluent dans le temps. Et les possibilités dans Constance de redresser les données de prévalence sur la cohorte de non-participants pour corriger sur les biais d'échantillonnage et de non-réponse est là aussi particulièrement utile. Une autre grosse valeur ajoutée de Constance, c'est d'inclure également, vous voyez dans la cohorte, des personnes qui sont dans des conditions sociodémographiques moins favorables. Et comme vous le savez, c'est très important pour étudier les addictions parce qu'il y a une grande inégalité sociale dans les phénomènes addictifs. Et donc c'est important d'avoir aussi une bonne représentativité de ces personnes plus précaires ou moins favorisées sur le plan socio-économique. Alors il y a une grande richesse également des variables de consommation de substances. Donc ici, j'ai commencé par l'usage d'alcool, où vous voyez deux façons dans Constance de mesurer la consommation d'alcool. La consommation d'alcool hebdomadaire via un calendrier de consommation hebdomadaire, où on peut quantifier puis catégoriser le niveau de consommation en verres par jour ou en verres par semaine des participants. La fréquence de leurs alcoolisations paroxystiques intermittentes, qu'on appelle plus couramment le binge drinking, qui, suivant la définition de l'OMS, c'est au moins 6 verres en une occasion. Et donc, ce sont deux indicateurs qui sont vraiment complémentaires pour mesurer le niveau de consommation d'alcool. Donc, ça nous a permis notamment, avec ici, vous voyez des prévalences qui sont pondérées, donc représentatives de la population générale française, de confirmer un changement dans les patterns de consommation d'alcool chez les hommes comme chez les femmes. Parce que vous voyez que quand on augmente dans les générations, on voit plutôt une consommation chronique excessive, alors que chez les jeunes, c'est majoritairement des problématiques de binge drinking. Donc on voit une évolution comme ça qu'on a pu confirmer dans une population
représentative de la population française dans ses modalités de consommation d'alcool. Et c'est pas anecdotique ça, puisque c'est pas associé tout à fait au même risque pour la santé, le binge drinking, que les consommations chroniques excessives. On a également pu mettre en évidence plus spécifiquement quelles sont les catégories d'âge qui sont très concernées par le binge. Et ça a été utile notamment aux décideurs pour adapter les campagnes de prévention, puisque vous voyez ici, par exemple, chez les hommes, que 11,4%, que parmi les 27,5% des hommes qui présentent des conduites de binge drinking au moins une fois par mois, la distribution de ces 27,5%, c'est 11,4% chez les moins de 35 ans. Donc c'est bien la catégorie d'âge la plus concernée. Mais dans les autres catégories d'âge ne sont pas du tout épargnées. Et si on cumule la prévalence pour les plus de 35 ans, on est à 16,1%, c'est-à-dire plus que les moins de 35 ans. Et on retrouve le même raisonnement, mais avec des prévalences moindres chez les femmes, ce qui veut dire que les campagnes de prévention qui peuvent être exclusivement ciblées sur les jeunes quand on s'intéresse au binge drinking, c'est pas tout à fait concordant avec les données épidémiologiques. Il faudrait cibler l'ensemble de la population et ensuite, plus spécifiquement également, des populations plus à risque. On a aussi la possibilité dans Constance de mesurer le risque de troubles de l'usage de l'alcool, parce que mesurer la consommation de substances, c'est une chose, mais c'est aussi important de mesurer si les gens ont des critères de dépendance, c'est-à-dire ont une dimension de perte de contrôle, d'addiction à la substance. Et pour ça, il y a une échelle en 10 questions qui s'appelle l'AUDIT, qui est l'échelle de l'OMS, dont on dispose donc du coup dans sa version complète à l'inclusion pour tous les participants dans Constance. Et ça nous a permis, par exemple, là aussi dans le cadre de rapports que nous avions produits pour la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, de regarder la prévalence de cet usage à risque de l'alcool en se basant sur cette échelle standard validée internationalement pour mesurer le risque de trouble de l'usage de l'alcool, en fonction ici, vous voyez, du secteur d'activité. Et donc ça nous avait permis notamment de montrer que, contrairement à certaines idées reçues, il n'y a pas vraiment de secteur d'activité qui est épargné par cette problématique du trouble de l'usage de l'alcool. Et c'est des données qui avaient été utilisées, celles-ci comme d'autres, où on avait montré également que les prévalences de troubles de l'usage de l'alcool étaient chez les femmes pas du tout, chez les femmes qui sont issues des catégories sociodémographiques plus favorisées, elles ne sont pas épargnées ni protégées par rapport à des femmes présentant des conditions sociodémographiques plus précaires. Donc on avait produit toutes ces données qui avaient permis, pas uniquement, mais en tout cas d'élaborer une partie du plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022. Alors concernant les autres substances, là aussi il y a une grande richesse des données, notamment des données sur la consommation de tabac, fumeurs, ex-fumeurs, chez les fumeurs, le nombre de cigarettes par jour, chez les fumeurs également, ou chez les vapoteurs, l'utilisation ou pas de nicotine dans leur riz liquide, la concentration en nicotine dans leur riz liquide, le fait d'être vapoteur exclusif, vapofumeur, et puis la fréquence d'usage de cannabis avec différentes façons de la mesurer, en nombre de joints comme en fréquence d'utilisation du cannabis. Et donc le fait d'avoir toutes ces variables pour mesurer les substances, ça permet notamment d'explorer des questions de directionnalité dans les associations entre les substances. Et il y avait quelque chose qui restait un petit peu en suspens dans la littérature, c'était de savoir si les relations entre cannabis et alcool qui sont bien connues, si elles vont davantage de l'alcool vers le cannabis ou du cannabis vers l'alcool. Et donc dans un modèle comme ça, en cross-lag, on avait montré que, contrairement un petit peu là aussi à ce que l'on pouvait anticiper intuitivement, même si les relations, on confirme qu'elles sont bien bilatérales, elles vont principalement dans le sens de cannabis vers alcool, 3 fois plus que dans le sens alcool vers cannabis. Ça, c'était important parce que ça permettait pour les stratégies des campagnes, notamment dans les campagnes d'information sur les dommages liés au cannabis, d'avoir cette information additionnelle sur le rôle du cannabis en tant que tel, comme engendrant ou potentiellement des dommages sur la santé, mais également comme facteur favorisant d'autres consommations de substances
et on sait que plus on consomme des substances, plus on est à risque d'en consommer une autre, et l'ensemble de ces consommations ont des dommages importants sur la santé, tant physique que psychique. Alors, je vous le disais aussi, une autre richesse, c'est l'appariement avec les bases médico-administratives pour étudier notamment les mésusages médicamenteux. Et donc, l'avantage des bases médico-administratives, c'est qu'elles recensent de façon objective et exhaustive, donc ce n'est pas des données auto-rapportées, toutes les consommations de soins, donc notamment les médicaments remboursés que les volontaires ont été cherchés en pharmacie. Et ça nous avait permis notamment d'étudier cette question de l'usage de benzodiazépines, dont on sait qu'il est problématique pour différentes raisons, notamment favorisant les troubles cognitifs, les chutes, la symptomatologie dépressive, elle l'aggrave plutôt que de l'améliorer, etc. On avait regardé là en série temporelle la consommation de benzodiazépines dans la population générale, en la centrant sur l'exposition à un événement traumatique qui a affecté toute la population française, qui était donc là les attentats du 13 novembre. Et ça nous avait permis d'objectiver, dans un groupe particulier qui était chez les moins de 50 ans, une augmentation de la consommation de benzodiazépines sur l'ensemble de la population de façon significative en centrant sur cet événement traumatique. Et ce qui était intéressant, c'est que ça ne concernait pas uniquement les personnes de la région parisienne, mais ça concernait les personnes sur l'ensemble du territoire, y compris ceux dont on peut imaginer que leur exposition au trauma n'était qu'indirecte par médias interposés. Alors, cette consommation de benzodiazépines, elle est particulièrement problématique lorsqu'elle devient chronique et continue. Et d'ailleurs, dans l'AMM, dans l'autorisation de mise sur le marché, on n'a pas le droit normalement de prescrire sur des durées de plus de 3 mois. Donc nous, on a comme ça calculé, ou en tout cas identifié des séquences de personnes qui consomment des benzodiazépines pendant 3 mois ou plus. Et on a regardé quel type de volontaires ça concernait le plus. Et on voit que malheureusement, plus l'âge augmente, c'est-à-dire plus on va être sensible aux effets indésirables des benzodiazépines, plus on a des prévalences élevées d'usage chronique de benzodiazépines, c'est-à-dire des gens qui consommaient pendant au moins 3 mois consécutifs des benzodiazépines, c'est-à-dire au-delà de la durée maximum autorisée par l'AMM. Et là aussi, on voyait qu'il y avait massivement des prévalences beaucoup plus élevées d'usage chronique de benzodiazépines chez les personnes déprimées, en mesurant la dépression avec une échelle standardisée de dépression qui est passée chez tous les volontaires à l'inclusion, alors qu'on sait que, comme je vous le disais, les benzodiazépines aggravent la symptomatologie dépressive au lieu de l'améliorer. Donc paradoxalement, c'est les sujets qui devraient en consommer le moins qui en consomment le plus. Il y avait déjà cette notion-là dans la littérature, mais ça nous a permis de le confirmer avec des données plus récentes et des données de prévalence qui sont celles de la population française. Alors, dans les articulations avec le monde du travail maintenant et ces histoires de conduite addictive, donc je pense que vous aviez déjà dû avoir ces informations, mais Constance est aussi particulièrement adaptée pour étudier les variables professionnelles. L'évolution du monde du travail, notamment une exposition très forte des travailleurs aux risques psychosociaux, une augmentation du stress au travail, une insécurité du parcours professionnel avec un taux de chômage élevé, une sortie prématurée de l'emploi, font que c'est des facteurs à étudier, ou en tout cas à étudier le rôle qu'ils peuvent avoir dans l'émergence, l'entretien ou les trajectoires de consommation de substances. Donc on s'était beaucoup intéressé à ces questions-là. Alors ici, vous voyez un exemple d'étude où on a croisé des variables professionnelles avec des variables de consommation de substances. Donc là, la consommation de substances en question, c'est cet usage chronique de benzodiazépines. C'était là le risque, plus précisément le risque incident de présenter une consommation de benzodiazépines donc pendant au moins 3 mois consécutifs, c'est-à-dire au-delà de la durée de l'AMM, en fonction d'une variable initiale qui était mesurée, qui était une variable de stress au travail, mais une variable de stress au travail qui est basée sur une échelle standardisée, qui est celle du déséquilibre effort-récompense. Donc c'est une mesure vraiment très
internationalement validé pour mesurer cette question du stress au travail comme un déséquilibre entre, comme par définition, les efforts que l'on fournit et les récompenses auxquelles on a droit. Et ce que l'on voyait, vous voyez ici, c'est que plus l'intensité, donc ici c'est ceux qui décrivent le moins de stress au travail, et plus ce stress au travail augmente, plus le risque prospectif de développer un usage problématique de benzodiazépines augmente, donc de façon dose dépendante, et avec, pour ceux qui sont dans le quartile, c'est-à-dire le groupe de ceux qui sont le plus stressés, un risque au moins multiplié par 2,5 de présenter ensuite au décours un usage chronique de benzodiazépines. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que bien sûr, on tient compte dans tout ça des différences sociodémographiques, des différences en termes de symptomatologie dépressive, d'environnement professionnel, et on tient compte aussi de l'existence d'un mésusage en benzodiazépine antérieur. C'est-à-dire que là, on a exclu même tous les gens qui présentaient un mésusage antérieurement à la mesure du stress au travail. Et on peut même regarder, du coup, en croisant avec une autre substance ces résultats, et voir que ce risque accru d'usage chronique en benzodiazépine chez ceux qui présentent un fort stress au travail est encore plus élevé chez les fumeurs qui ont un niveau de stress plus élevé que chez les non-fumeurs ou anciens fumeurs. Donc ça permet même d'être même un peu plus fin dans les populations cibles pour les stratégies d'information, de prévention et de repérage précoce. Alors, au-delà de la question du retentissement effectivement du travail sur les consommations de substances, on peut aussi regarder à contrario le rôle des substances sur le travail. Et là, vous voyez le risque à court terme de sortie de l'emploi. Alors à court terme, c'est le risque de perte d'emploi à 1 an en fonction des consommations de substances, et là aussi en tenant compte de différents facteurs sociodémographiques, cliniques et professionnels. Et on voit, que ce soit pour l'alcool, le tabac et le cannabis, des relations vraiment dose dépendantes. C'est-à-dire que plus j'augmente ma consommation d'alcool, de tabac, de cannabis, plus mon risque de sortie d'emploi est important. Et pour ça, on avait bien tenu compte des gens qui étaient potentiellement informés ou en tout cas très proches de la sortie de l'emploi pour anticiper le risque qu'ils auraient pu déjà avoir augmenté leur consommation même avant de sortir de l'emploi parce qu'ils savent qu'ils vont être licenciés ou perdre leur travail. Et donc, en répétant ces analyses, que ce soit la risque de perte d'emploi 1 an ou sur une plus longue période de suivi, on retrouve ces associations très fortes. Et j'attire votre attention sur le fait que pour l'alcool et le cannabis, on avait des hypothèses assez fortes pour trouver ces résultats-là, sur les effets notamment psychoactifs délétères de ces substances sur la qualité de vie au travail. Mais pour le tabac, les effets restent aussi très importants. Et ils persistent, y compris quand on tient compte des substances les unes les autres. Parce qu'on pourrait se dire, ce que l'on évalue là chez les fumeurs, c'est en fait le fait qu'ils aient un plus grand risque d'avoir des consommations d'alcool ou de cannabis plus élevées. Mais même quand on tient compte de ça, le risque pour une substance indépendamment des deux autres persiste. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, non seulement il y a un risque à court terme de sortie d'emploi lorsque l'on a des usages de substances à risque, mais c'est aussi un facteur de risque d'avoir plus de mal à revenir à l'emploi. Et là, vous avez des résultats très récents qui sont dans le cadre de la thèse de Rita El Haddad, qui travaille dans le service, enfin dans l'unité, pardon. Et donc, ce que Rita nous montre, c'est que ce soit les fumeurs, à partir d'une consommation modérée, c'est-à-dire au moins 10 cigarettes par jour, que ce soit les personnes qui présentent un trouble de l'usage de l'alcool, ou que ce soit ceux qui présentent une consommation de cannabis au moins 1 fois par semaine,
tous ces usages de substances sont associés de façon prospective à plus de difficultés à retourner à l'emploi quand on est chômeur à la recherche d'un emploi. Parce qu'en plus, on a la possibilité de sélectionner une population spécifique de gens qui devraient être actifs, mais qui devraient être actifs occupés et qui sont inoccupés, mais qui positivement signalent qu'ils sont à la recherche d'un emploi. Donc on a là une population qui sont tous à la recherche d'un emploi, et parmi ceux-là, ceux qui déclarent des consommations à ce niveau-là de consommation présentent plus de difficultés pour retourner à l'emploi dans une temporalité qui est courte, sur 1 an, 2 ans de suivi. Chez les jeunes, on a aussi un rôle important des substances dans l'accès à l'emploi. Donc là, c'est une population non plus de chômeurs à la recherche d'un emploi, mais de jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais pour l'instant été dans le monde du travail. Et on regarde leur chance d'accéder à un premier emploi en fonction de tout un tas de facteurs, dont les consommations de substances. Et ce que l'on voit, c'est que ceux qui ont un score élevé à non pas l'échelle de mesure de la dépendance à l'alcool dans son entièreté, mais dans la sous-échelle vraiment qui mesure très spécifiquement non pas le niveau de consommation, mais le niveau de dépendance à l'alcool, on voit des risques augmenter pour eux d'avoir plus de mal à trouver un premier emploi que chez les autres. Et pour le cannabis, on voit là aussi, pour ceux qui ont une consommation au moins une fois par semaine, des risques très augmentés par rapport aux autres de pas trouver un premier emploi sur la même période de suivi. Ce qui est intéressant aussi à avoir en tête, c'est que beaucoup de fumeurs de cannabis qui fument 1 joint par semaine, ils vont se déclarer vraiment fumeurs occasionnels et être finalement assez convaincus que ça n'a pas de retentissement, ce niveau de consommation, sur leur vie sociale, professionnelle, sur leur état psychique. Et ce qu'on voit, c'est que même ce niveau de consommation-là peut déjà être impactant. Alors, d'autres analyses ici qui avaient été réalisées par Nadi Damier sur les liens entre l'exposition à d'autres facteurs de risque, à d'autres risques professionnels, qui étaient là l'épuisement physique au travail, qu'on mesure très facilement avec une échelle un petit peu analogique de Likert. Voilà. Et on voyait des risques augmentés chez ceux qui déclarent un fort niveau d'épuisement physique au travail, là aussi dans des analyses prospectives, longitudinales, de rechuter pour les anciens fumeurs, d'augmenter leur consommation de tabac chez les fumeurs actuels et d'avoir une consommation de cannabis plus régulière, plus fréquente. Ça, c'était des données qui étaient intéressantes parce que c'est très facile, par exemple en soins primaires ou en consultation de santé au travail, de mesurer ce niveau d'épuisement physique au travail. Ça prend vraiment 2 secondes avec cette échelle analogique de mesure de l'épuisement au travail. Même si c'est des analyses bien sûr prospectives qui ont ajusté comme pour les autres analyses précédentes sur les facteurs cliniques, professionnels, sociodémographiques. Bien sûr, ça ne vaut pas causalité, mais par contre, ça nous indique que c'est des populations qui nécessiteraient des stratégies de repérage précoce, intervention brève, prévention plus appuyée, plus renforcée, parce que c'est des groupes plus à risque de consommer. On avait le même raisonnement sur cette autre analyse qu'avait faite Nadine, sur les liens entre les horaires atypiques au travail et les consommations d'alcool, tabac, cannabis. Et on retrouve effectivement pour le travail de nuit, là aussi un risque augmenté de majorer sa consommation de tabac chez les hommes comme chez les femmes, de devenir usager d'alcool à risque, c'est-à-dire de développer des critères de dépendance. Quand on est en horaire décalé ou en travail de week-end, on retrouvait aussi ce type d'association-là. Dernier exemple d'analyse qu'on peut faire, donc au-delà de la question de la sortie ou du retour à l'emploi, il y a la question de l'absentéisme au travail, qui aussi pour des raisons médico-économiques est très problématique. Et là, on avait regardé, donc, parce qu'on sait déjà qu'il
il y a des liens très forts entre alcool, tabac et absentéisme au travail, mais on le connaissait moins ça pour le cannabis. Et donc là, on avait étudié les liens entre la fréquence d'usage du cannabis et le risque d'arrêt de travail, le risque d'arrêt de travail. Et donc là, ce que l'on voit déjà en termes de données de prévalence, qui sont des prévalences pondérées, donc représentatives de la population générale, c'est que vous avez à peu près 1,6% d'arrêt de travail au cours d'un suivi d'un an chez ceux qui ont une fréquence de consommation de cannabis au moins une fois par mois, contre 2,4% qui en ont au moins un. Donc autrement dit, à peu près 1,5 fois plus de personnes qui consomment du cannabis au moins une fois par mois parmi celles qui ont eu au moins un arrêt de travail dans les 12 mois que parmi celles qui n'ont pas eu d'arrêt de travail dans les 12 mois. Et ça, on peut le modéliser avec des analyses épidémiologiques qui ajustent là aussi qui tiennent compte aussi des différences sociodémographiques, cliniques et professionnelles. Et ce que l'on voit, c'est notamment pour les arrêts de travail de courte durée, c'est-à-dire des arrêts de travail de moins de 7 jours, des risques qui sont augmentés avec un odd ratio de 1,56, c'est-à-dire multiplié par 1,56, de présenter un arrêt de travail court, au moins un arrêt de travail court dans l'année de suivi chez les personnes qui ont une consommation de cannabis une fois par mois ou plus. Voilà. Donc ça aussi, c'était des données qui nous semblaient importantes, avec notamment des interlocuteurs à la MILDECA, donc à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui finance beaucoup tous ces travaux, qui étaient intéressés pour ensuite calculer le coût social en fait, de cet absentéisme au travail en lien avec l'usage du cannabis plus régulier. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que sur l'ensemble des études que je vous ai présentées là, quand on dit qu'on ajuste, enfin qu'on tient compte des différences sociodémographiques ou professionnelles, c'est qu'on a vraiment essayé de chercher loin en regardant les groupes de travailleurs par secteur d'activité, par catégorie socio-professionnelle, par type d'emploi, des emplois à risque ou des emplois en CDI versus en CDD, des emplois à temps plein ou à temps partiel. Et même si, évidemment, il y a des fluctuations dans les résultats en fonction de ces groupes, d'une manière générale, on retrouve dans tous ces groupes ces résultats-là. Ce qui veut dire qu'il y a déjà au niveau de la population générale des travailleurs des messages de prévention qui pourraient être développés à partir de ces résultats. Donc, sur le plan scientifique, ça fait peut-être maintenant, je sais pas, 6 ans qu'on travaille sur les addictions dans Constance. Donc ça nous a, en 6 ans, permis déjà 20 publications sur cette thématique-là dans les revues internationales, 204 références Google Scholar si on cherche Constance Addiction, et 6 appels à projets qu'on a remportés sur cette thématique. Et en termes de retombées en santé publique, il y a beaucoup d'organismes publics qui utilisent beaucoup ces résultats de recherche pour, comme je vous le disais, élaborer leur campagne d'information, de prévention ou de politique de santé publique. Ici, je vous en ai listé quelques-unes. Donc, il y a notamment l'Institut pour la recherche en santé publique, il y a le CNAM, les ANACT, les Agences nationales pour l'amélioration des conditions de travail, l'INRS, qui avait fait beaucoup de dossiers sur nos résultats, et là encore, la MILDECA, qui soutient pas uniquement financièrement les projets, mais aussi dans leur diffusion et auprès de la population générale et auprès des employeurs et des services de santé au travail, avec beaucoup d'outils de communication qu'ils utilisent. Là, c'est par exemple des petites vidéos qu'ils avaient faites et qui ont été beaucoup visionnées. Voilà. Donc les perspectives, là encore dans les retombées, c'est qu'il va y avoir bientôt des recommandations HAS sur addiction en milieu professionnel qui vont beaucoup utiliser tous ces résultats de recherche. Et les perspectives plus spécifiquement en recherche, il y a notamment les travaux que Sofiane conduit en formant Rita à cette technique statistique de modélisation de trajectoires, donc des trajectoires à la fois de consommation de substances et de trajectoires d'emploi, et de voir quelles seraient les associations entre ces trajectoires d'emploi et ces trajectoires de consommation de substances.
Et l'autre projet comme perspective, c'est un projet qui est notamment porté par une autre chercheuse, Joanne Mata, sur le vécu par les usagers de substances de la pandémie Covid et comment, en fonction des conditions de vie durant la pandémie, ils ont modifié leur comportement vis-à-vis des usages de substances et comment les usages de substances ont pu aggraver potentiellement leur risque infectieux ou d'infection sévère. Voilà, je vous remercie pour votre attention.